Donc bonjour, moi c'est Baptiste de Neufbourg, j'ai cofondé Calanque il y a maintenant 5 ans, donc je suis la génération juste avant Jean, même si on dirait peut-être pas. Et du coup, Calanque c'est un studio de jeux vidéo spécialisé dans le jeu mobile. On a aussi une spécialisation dans tout ce qui est réalité augmentée, pour laquelle on est plutôt reconnu en France et au-delà. Donc comme vous avez eu une assez bonne présentation des métiers du jeu vidéo avec mes confrères et consoeurs. Je me demandais de quoi je pourrais vous parler après ça. Comme on a fêté nos 50 tout pile il y a 5 jours, vous allez un peu tomber sur la présentation auto-célébration de 20 minutes. Euh, je vais faire un historique où on va voir comment on est passé de 2 à 12 personnes à temps plein. Et je vais ouvrir des pistes sur ce que c'est la réalité augmentée, les spécificités des jeux mobiles. Comme Jean, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et c'est parti. Donc, je suis arrivé à l'Engmin en 2015. J'ai rencontré Adrien Carta, qui sera l'associé avec qui on confondra Calanque un an et demi plus tard à cette occasion. En première année, j'ai pitché et monté une équipe pour faire un projet étudiant qui s'appelait Panopticon, qui était un jeu en réalité virtuelle, donc bien faire la distinction entre réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité virtuelle, je pense que vous connaissez, c'est mettre ses yeux dans un casque et observer, interagir avec un monde virtuel. Donc en l'occurrence, le jeu Panopticon, c'était à l'époque où la surveillance de masse était un sujet assez chaud. Donc on a fait une expérience interactive de 10 minutes autour de... C'était un peu le fantasme de Minority Report, c'est-à-dire se déplacer dans la ville, chercher les suspects de manière très déshumanisée, froide. Euh, voilà, c'était une expérience de 10 minutes, c'était plutôt narratif. Et cette année-là, à l'Engmin, il y avait un jury constitué de Arte, donc entreprise de production évidemment audiovisuelle, mais aussi de jeux vidéo franco-allemande. Dans ce jury, il y avait aussi Spielfabrik, qui est toujours un accélérateur d'entreprise qui se montait à cette occasion-là, et l'Engmin, les trois entités cherchant donc à porter des projets étudiants vers un projet d'entreprise plus constitutif. Donc on a été choisi. Contrairement à l'équipe de gens, nous, après Panopticon, on n'avait plus vraiment envie de travailler ensemble. Donc il a fallu un peu reprendre le projet de zéro. On s'est quand même dit que c'était plutôt une bonne opportunité. Adrien m'a rejoint. Et Arte nous a offert un premier budget de 15 000 euros pour faire la pré-production du projet. Donc la pré-production, c'est un peu comme au cinéma, hein, c'est-à-dire faire un premier prototype qui peut être narratif, qui peut être une démo, qui va donner envie au producteur d'aller plus loin et de financer l'intégralité du projet pour le sortir ensuite. Donc en 2017, on a fait la pré-production du projet en reprenant les bases de Panopticon, mais on a pas mal changé le projet parce que faut savoir qu'en première année d'Engmin, en tout cas à l'époque, on nous disait faites un projet vraiment expérimental parce que le reste de votre vie, vous ferez des projets commerciaux. Et donc là, l'idée, c'était un peu de transformer ce projet expérimental en projet commercial, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Et en plus, l'équipe avait changé. Donc on a un peu changé l'idée du jeu. C'était devenu un peu plus fun, c'était devenu multijoueur. C'était un jeu où, donc Watch Club, un des deux joueurs est dans le casque et recherche les informations pendant que l'autre joueur a les informations, enfin la notice pour décoder les informations, et tout est dans la communication des deux joueurs, un peu comme un jeu de société, pour réussir à aller au bout de la mission. Le souci, c'est que en 2017, l'intérêt pour la réalité virtuelle a pas mal dégringolé. Au début de l'année, aucun casque n'était sorti, donc il y avait beaucoup de fantasmes autour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était vraiment l'époque où
fin 2017, pour la période de Noël, tous les revendeurs de téléphones proposaient un casque dans lequel on pouvait mettre son téléphone. Et au fur et à mesure que les casques sont sortis, on s'est rendu compte que la réalité virtuelle, ça allait pas être quelque chose qui allait changer la face du monde, en tout cas pas de sitôt. Et c'est ce qui a amené Arte à refuser la production du projet à la fin de l'année. Donc début 2018, nous étions un peu dans la panade, sans revenus. On avait passé pas mal de temps sur ce projet qui était assez particulier parce qu'à la fois expérimental et je ne sais pas si c'est la même chose dans le cinéma, mais comment dire, les projets que Arte prend, c'est pas forcément des projets que vous pouvez revendre à notre publisher parce que ils aiment le côté expérimental, ils aiment le côté innovateur, alors que bon, la plupart des éditeurs sont plus régis par les logiques économiques et de marché. Et du coup, c'était vraiment délicat dans ce contexte où la VR était vraiment très froide de reproposer ce produit. Donc, on a cherché une opportunité de marché et on s'est tourné vers la réalité augmentée. Donc, c'était l'époque où vous voyez tout ce qui est filtre de réalité augmentée, c'est-à-dire se modifier le visage à l'aide de son téléphone instantanément sur Instagram, Facebook. C'était très à la mode et c'était très recherché en fait par tout ce qui était agence de communication, parce que les agences de communication, elles doivent faire des campagnes de communication, des trailers, des images pour des grandes marques, mais elles n'avaient pas forcément les outils pour faire des filtres en réalité augmentée. Je vous montre un peu le portfolio de ce qu'on a réalisé à cette époque-là. Ok, il y a un petit problème de lecture de la vidéo. Mais donc, si vous voulez, dans un filtre de réalité augmentée, on trouve un peu tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est-à-dire de la 3D, des images, mais surtout de l'interaction, construire une expérience interactive et créer de l'amusement parce que les gens, ils utilisent ça pour le beau, mais aussi pour le côté amusant. Souvent, on a souvent vu des roulettes utilisées pour dire quel personnage d'Harry Potter es-tu, et ensuite ça te met le personnage d'Harry Potter, les traits du personnage d'Harry Potter sur le visage. Et donc c'est vraiment des compétences du jeu vidéo qui étaient recherchées à ce moment-là. Et cette opportunité, ça nous a permis d'avoir un premier chiffre d'affaires, de construire une équipe. On est passé de 2 à 8 personnes à cette époque-là. Et on a eu une première activité récurrente qui nous a permis de stabiliser l'entreprise. On a eu des plus gros projets à cette époque-là, comme le visualisateur en réalité augmentée pour le musée d'Angoulême, qui permettait, et qui permet toujours, puisqu'on rajoute encore actuellement des pièces du musée dans cette expérience, de mettre en contexte des éléments de la collection du musée qui ne sont pas forcément les plus clairs. Donc là, par exemple, en vitrine, vous avez des équipements d'un attelage de dromadaire. Et bien, nous avons réalisé une scène en 3D qui permet, sur l'iPad fourni par le musée, de comprendre où étaient placés les différents éléments et voilà, de redonner du contexte à certaines pièces du musée pour que vous voyez un peu à quoi peut servir la réalité augmentée. Donc début 2019, on se retrouve avec une équipe de 8 personnes. On n'était évidemment pas encore à ce stade tous à des salaires du marché, on va dire. J'en parlerai plus après, mais les filtres en réalité augmentée, c'était quand même une certaine limite d'un point de vue revenu. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette nouvelle compétence qu'on a développée. Et on s'est dit que tous ces petits tours de magie, parce que la réalité augmentée, comme c'était un peu fou à l'époque, ça s'apparentait un peu à de la magie, est-ce qu'on n'en ferait pas un grand spectacle de magie avec une petite histoire. Et c'est comme ça qu'est né le jeu Toco Toco, donc, qui est un jeu d'aventure en réalité augmentée que vous pouvez encore actuellement trouver sur l'App Store. Donc dans Toco Toco, vous allez rencontrer ces personnages, les Toco Toco, qui sont des artistes
et qui viennent dans votre monde, sur votre table à manger, et ils ont le pouvoir de donner vie au dessin. Donc voilà, ça c'est des images du jeu en gameplay. On voit que ce qui se passe au-delà de la scène 3D, c'est vraiment la caméra du téléphone. Et le dessin qui a été réalisé là par une personne sur la feuille a été compris par le jeu et il a été intégré dans l'histoire. Et on a toute une histoire qui dure environ 1 heure autour des dessins. Par exemple, au début, il faut dessiner une porte pour qu'ils ouvrent cette porte et apparaissent dans le monde. Et voilà, après, c'est une histoire sur l'inspiration, être artiste, évidemment, avec des yeux d'enfant. Et donc, ça nous a apporté une reconnaissance critique, puisqu'on a été nommé au Pégase du meilleur jeu mobile. Donc, les Pégases, c'est les Césars, on va dire, du jeu vidéo français. C'était la première année des Pégases, d'ailleurs. Et le XR Award au Salon Virtuality de la meilleure expérience narrative. Donc comme je disais, ça a été un succès critique, mais pas commercial, ça arrive. Et, pour la raison que c'est un jeu premium, comme on dit, c'est-à-dire sur mobile, on fait bien la distinction entre les jeux premium, c'est-à-dire ceux où il faut payer à l'installation, ce qui est la norme sur PC et console, et les jeux free-to-play qui sont la norme sur mobile, c'est-à-dire gratuits au téléchargement et les paiements viennent après. Ensuite, les prestations en réalité augmentée, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'était de plus en plus compliqué parce que on était en tout bout de chaîne après les marques, après les agences de communication. On prenait ce qu'il restait pour faire les expériences en réalité augmentée. Donc on a cherché à trouver un meilleur équilibre, mais Toko a été bien utile à cet égard puisque ça a été un projet relativement phare dont les échos nous ont permis de trouver des studios de jeux vidéo et des nouveaux entrants dans le marché du jeu vidéo mobile qui ont voulu travailler avec nous pour créer leur projet. La réalité augmentée, c'est resté notre spécialité pour laquelle on est reconnaissable. Je connais honnêtement pas beaucoup de projets qui ont utilisé la réalité augmentée comme Toko actuellement. C'est aussi un souci parce que s'il y en avait plus, peut-être que ce serait un marché ou une collection reconnaissable en soi. Mais en tout cas, ça nous a permis de monter vers des projets plus ambitieux, à plus haut budget. Et c'est là qu'on s'est tourné vers 2020-2021, vers vraiment devenir un studio de jeux vidéo mobile selon les règles de l'art, maintenant qu'on avait une équipe de 8 personnes compétentes. Et donc, je vous fais un petit point sur le modèle économique du free-to-play, puisque c'est la norme que nous intégrons petit à petit à nos projets. Donc vous aurez sans doute remarqué que quand vous êtes sur votre téléphone mobile et que vous téléchargez des applications, on vous demande de moins en moins de payer au téléchargement, et que ce soit Spotify pour écouter de la musique, le modèle c'est d'abord c'est gratuit, c'est financé par de la publicité puis par l'abonnement, ou alors si vous êtes sur des jeux, Jean par exemple tout à l'heure montrait des cas d'or comme Hearthstone et Fortnite. Dans Hearthstone, c'est un jeu de cartes gratuit au téléchargement, mais petit à petit, si vous voulez être compétitif, vous avez de moins en moins de cartes valables, et donc il faut mettre de l'argent pour récupérer des bonnes cartes. Et dans Fortnite, vous pouvez faire tout le contenu du jeu comme tout le monde, mais vous n'aurez pas tous les skins, donc les cosmétiques qui vous permettront d'être le plus classe de la cour de récré. Donc c'est un peu les deux grosses normes sur lesquelles se base le modèle free-to-play, c'est-à-dire soit l'aspect cosmétique, soit l'aspect compétitif. C'est un modèle qui change vraiment tout parce que c'est un peu dur de se le projeter pour le cinéma où, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais demander aux gens de payer après qu'ils aient vraiment essayé les produits, ça pousse à la compétition et à faire de très bons produits. Donc ça change vraiment toute la logique de production. Ça fait que du côté design, vous allez vraiment réfléchir où
sont les microtransactions, à quel moment, quels mécanismes psychologiques vont amener à faire consommer euh, des, des publicités, parce que les publicités dans le jeu mobile aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens choisissent de regarder en sachant qu'ils seront récompensés, en ayant une vie supplémentaire par exemple. C'est tout un mécanisme à intégrer. Donc on a commencé avec un projet un peu particulier, parce que du coup, juste après Toco Toco, euh, Florent Albero est venu nous voir avec son projet de jeu à but caritatif qui s'appelle Tao. Euh, Tao, c'est un peu comme si vous êtes coureur. Vous connaissez peut-être ces applications où quand vous courez, vous faites des pas, ça finance via des sponsors des repas ou des opérations caritatives. Euh, et Florent Albero a eu l'excellente idée de se dire pour tout le reste de l'humanité qui ne court pas, et si on faisait un jeu qui permettait de gagner des points et de financer des repas simplement en jouant. Donc c'est là qu'est né le personnage de Tao, qui est le coureur qui va parcourir le monde à notre place. Et donc on l'a aidé à créer ce projet, et ça a permis de financer jusqu'ici 10 000 repas. Et comme le projet avec le musée d'Angoulême, aujourd'hui encore, on met à jour le projet pour qu'il soit de plus en plus, pas rentable évidemment, c'est pas le mot, mais qui permette de financer de plus en plus de repas. Ensuite, nous sommes revenus à la licence Toco Toco avec Hello Toco Toco, qui est donc un free-to-play dans lequel on gère cette petite île sur laquelle les Toco Toco vont vous rendre visite. Et donc c'est un jeu de gestion, un peu comme les Sims, on va dire, où vous achetez des, des fournitures pour votre île, pour la rendre attractive. Si vous placez un ballon de foot, eh bien, ce sont les Toco Toco qui aiment le foot qui vous rendront visite. Vous gagnez régulièrement des photos, parce que une part importante du free-to-play, c'est la question du temps, que les gens restent de plus en plus longtemps. Là, on voyait que le jeu est plongé dans la nuit, c'est parce qu'on arrive dans le jeu à une heure de la nuit. Et voilà, le, on peut obtenir des monnaies du jeu avec de la monnaie du temps réel. Et quand on attend une réponse à nos lettres, ça se fait avec le vrai temps du jeu, enfin le vrai temps du monde réel, pardon. On a trouvé un éditeur mobile, un peu comme j'en le montrais en faisant une quarantaine de rencontres, en discutant un peu plus avec 5 éditeurs, et finalement en choisissant un qui va s'occuper de la partie marketing, financement, sachant que sur le jeu mobile, c'est beaucoup plus simple, ou en tout cas beaucoup plus resserré. La partie marketing, ça va se resserrer au fait de faire des publicités sur Facebook, Instagram ou les autres jeux, c'est-à-dire quand les gens sont sur leur téléphone mobile, leur montrer une vidéo du jeu et les inviter à installer tout de suite le jeu gratuitement, parce que tous les autres moyens, que ce soit la presse, les influenceurs, c'est beaucoup trop délié, on va dire, par rapport au temps que les gens accordent au jeu mobile. Au final, le jeu mobile, c'est quand même quelque chose de très casual, occasionnel. C'est quelque chose qu'on fait quand on a un peu de temps, et du coup, c'est pour ça que la grande majorité du marketing des jeux mobiles, ça se fait sur ce qu'on appelle la user acquisition. Donc, ce que je disais, attirer l'attention des gens au moment où ils sont sur leur téléphone mobile, sur les réseaux sociaux ou dans un autre jeu, pour leur faire télécharger un nouveau jeu. Donc aujourd'hui en 2022, nous allons déménager à Gompontouvre, juste à côté, dans de très beaux locaux tout neufs où se trouvent pas mal de studios de jeux vidéo déjà. Nous allons avoir notre propre équipe de marketing à l'intérieur de Calang, parce que, comme je l'expliquais, le marketing du jeu vidéo, c'est globalement un métier et le reste, c'est du bonus. Donc, puisque c'est un seul métier, c'est très bien de l'avoir dans son studio de jeu vidéo. Et par rapport à ce que je disais précédemment, que la logique du free-to-play amène à vraiment comprendre le design
autour du marketing. C'est très bien d'avoir une personne dédiée au marketing à l'intérieur de l'équipe pour que le reste de l'équipe puisse discuter avec elle et fonctionner d'une seule et même logique. On a beaucoup moins cette segmentation forte qu'on peut avoir dans le cinéma ou dans les jeux vidéo plus traditionnels entre la production et le marketing. La continuité doit être beaucoup plus forte pour être plus efficace. Et aussi, on a un premier projet qu'on commence à peine à teaser qui s'appelle Sun Royal, qui est un jeu multijoueur d'affrontement puzzle, on va dire, un mélange entre puzzle et battle royale. Et ce qui nous amène vers cette nouvelle logique du multijoueur qui est toujours intéressante d'implémenter dans ce type de jeu. Voilà pour ma petite présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pas de questions? Tout était parfaitement clair. Ouais, ou vous commencez à être fatigué, à avoir faim. Bah, écoute, s'il n'y a pas de questions, je vous dis un grand merci. Merci.